Bonjour à toutes et à tous, c'est Springfeed, l'Hôte du DZ Podcast, le show radio dédié à l'Algérie. Bienvenue dans cet épisode 5. Comme promis, nous diffusons la seconde partie de l'entretien qu'on a eu avec Salim Ammar concernant les relations algéro-marocaines. J'espère que le contenu de cet épisode vous plaira autant que celui de l'épisode 4. Vous avez été nombreux et nombreux à mettre des likes, des commentaires et je vous en remercie. En tout cas, moi, je vous invite à regarder d'abord l'épisode 4 avant de regarder l'épisode 5, vu que c'est un sujet divisé en deux parties. Je vous invite également à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à mettre un like sur cette vidéo si vous en appréciez le contenu. Ça aide énormément pour le référencement. J'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon épisode et puis je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Justement, alors le fait que alors dogfight, oui, c'est du combat aérien rapproché, hein, juste pour faire une petite explication, mais euh, on en vient justement à ce sujet parce que tu as aussi évoqué la guerre entre l'Irak et l'Iran, hein, qui a été entretenue en fait, hein, qui a été entretenue pour arriver à un conflit finalement qui n'avait aucun sens, qui a débouché sur rien du tout à part de la destruction, des morts et puis un état catastrophique en fait dans lequel s'est retrouvé l'Irak. Voilà. Irak qui vivait justement, comme tu dis, soit de prêts, soit de donations, etc. Alors que justement cette guerre aurait pu être évitée. Est-ce qu'aujourd'hui, justement de par cette souveraineté qui est inexistante en fait, justement qu'a échangé le Marcel en fait en échange de voilà de services rendus ou de on va dire de prêts qui ont été effacés, etc. Comme tu l'as évoqué, est-ce qu'aujourd'hui le Maroc c'est un instrument pour faire en sorte justement de déclencher une guerre voilà dans la région du Maghreb ou en Afrique du Nord avec pour but d'affaiblir l'Algérie parce que on voit on voit qu'on est passé à une autre dimension en ce qui concerne justement les provocations, les tensions. T'as parlé des drones, il y a eu ces trois camionneurs Allah yarhamhum, donc qui ont été assassinés par des drones marocains, camionneurs civils, hein, même pas militaires, si seulement c'était des militaires, mais c'était des civils justement qui transportaient du ciment vers la Mauritanie. Euh, que- Où est-ce que, enfin, quel est l'objectif finalement derrière ça? Est-ce qu'on on essaye de pousser par la tension, par cette politique d'attention perpétuelle, les deux populations à se détester? Est-ce qu'on attend justement une réaction de l'État algérien pour déclencher une guerre finalement qui va servir les intérêts de plusieurs parties, sauf celle de l'Algérie? La guerre est liée. C'est le Polisario, les vaillants, qui font la guerre au Maroc. Leurs familles, leurs enfants, leurs femmes, c'est les invités boumediennes, Def boumediennes. Ils sont à Tindouf. Le Sahraoui, il y va, il meurt pour son pays, il attaque, il détruit ses ennemis, mais il est tranquille parce qu'il n'y aura plus de Moudriga, il n'y aura plus de Bir el-Helou. Moudriga, Bir el-Helou, c'est des camps, des localités sahraouis qui ont été bombardées par des pilotes français parce qu'on avait dit qu'il n'y avait pas de pilote marocain, avec du Mhm. napalm. Ceux qui ne savent pas, qui ont oublié, c'était le napalm. Napalm, c'est l'essence et le goudron. Donc, moi, je suis médecin, j'ai vu les photos. C'est une brûlure qui ne s'éteint pas, qui te bouffe. Ça s'éteint pas effectivement le napalm, tout à fait. Voilà. Mhm. Alors, ils avaient peur. Boumediene leur propose, et les Algériens, d'héberger les populations civiles. Ils sont à Tindouf. Ils sont intouchables, j'espère. Parce que le rêve des Français et des Marocains, c'est que l'Algérie abandonne ses réfugiés, qui sont les détenteurs de la propriété légitime du Sahara, et ils les ramènent, ils les cassent et ils obtiennent le territoire. Ça ne se passera pas comme ça, Inch'Allah. Ils reviendront avec sous les armes et le feu du Polisario. C'est ça la solution du Sahara occidental. C'est la force. Discussion, khawa, khawa, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, le Polisario fait la guerre au Maroc. La guerre entre l'Algérie et le Maroc, ça existe. Elle est là. Sauf qu'il y a des limites. Moi, j'ai appris il y a quelques semaines qu'il y avait un gazoduc, pipeline, qui pompait l'ammoniac de la Russie vers l'Allemagne en passant par l'Ukraine. Et là, ils ont une société germano-allemande, germano-russe qui fabriquait des fertilisants. Finalement, après 6 mois de guerre, l'Ukraine décide de fermer. Mhm. Donc, les Ukrainiens, les Russes savent qu'il y a 13 ou 12, je ne sais pas, réacteurs. Ils ne bombardent pas les réacteurs nucléaires ukrainiens. Donc, il y a toujours des limites. Et puis, oublier un élément important de la politique américaine, dual containment. Contenir le double containment, contenir.
l'Inde et le Pakistan, deux puissances nucléaires, il y a des frictions, il y a des luttes. Donc parfois l'Amérique, elle laisse le Pakistan, parfois c'est l'Inde, mais c'est dans l'intérêt de l'Amérique. C'est comme avait dit le proverbe arabe, il y avait un vieux arabe à l'époque pré-islamique, il voit un scorpion qui est en train de lutter contre un serpent. Les gens lui disent: «Tu es avec qui? Avec le serpent ou le scorpion?» Il dit quelque chose, j'ai oublié, mais il dit: «لعل الأفاعي تموت بسم العقارب». Peut-être les serpents vont mourir du scorpion. De toute façon, Allah يقوي شيطانهم. Celui qui meurt, je suis gagnant. Parce que scorpion ou serpent, c'est nuisible pour les hommes. Mhm. Alors, l'Inde ou le Pakistan, Allah يقوي شيطانهم. Chine ou Japon, Russie, Ukraine, et qui reste le grand, derrière la grande barrière, l'ultime arme géostratégique, c'est la distance, l'isolement. Qui peut envahir l'Australie logistiquement? Qui peut traverser l'Atlantique et le Pacifique et envahir le homeland, la mère patrie des Américains? C'est ça le défi. Parce qu'avant, on disait, dans l'armée et dans l'histoire militaire, on disait the ultimate weapon, la dernière arme. Finalement, on a vu le Pakistan avec ses 100 bombes. Apparemment, ça ne sert à rien. Israël ne peut pas faire de la dissuasion contre Hezbollah. Elle va bombarder le village du Hezbollah. C'est à 2 kilomètres d'Israël. Tu te tues en tuant les gens de Hezbollah. Elle va bombarder Gaza. Gaza, c'est à côté. Ils croyaient que l'armée arabe qui les menacerait viendrait du Caire, de Bagdad ou de Damas. Alors, ceux-là, oui, ils ont peur de la bombe nucléaire israélienne. Mais un petit village là, Aït el-Sha'ab ou Jizin, c'est à 2 kilomètres. Tu les bombardes avec ta bombe nucléaire et tu te tues. Mhm. Voilà. Donc, l'arme ultime, c'est la position géographique. Et la position géographique, en Amérique, ils sont protégés par les deux océans. Eux tapent sur les gens. Imagine une armée d'invasion avec un débarquement, ils seront détectés, la flotte américaine, elle est là. Qui voudra envahir la Nouvelle-Zélande? Qui voudra envahir l'Australie? Eux profitent de cette situation pour dominer le monde et les mers. Parce que les mers, les océans, c'est le commerce maritime. Il Excellent. coûte 30 fois moins cher d'envoyer la même quantité, le même poids de biens par bateau que par avion et autres moyens de transport. 30 fois. Donc, qui domine les mers et les océans? C'est les Américains, qu'on le veuille ou pas. Donc, les Américains, ils ont intérêt. Maintenant, changeons, revenons à notre scène. Le Maroc Straits, c'est le Gibraltar, c'est l'accès, 100 000 navires par an qui traversent le Gibraltar, le détroit de Gibraltar. C'est la mer Méditerranée la plus importante du monde, qu'on le veuille ou pas. Et c'est important. Donc, les Marocains se calment. Ils ont conscience de l'importance géostratégique du détroit de Gibraltar. C'est la façade atlantique, une mer dans laquelle les Américains n'aimeraient pas avoir des bases fixes pour les Chinois et les Russes, la façade. Et maintenant, la guerre. They manage it. Ils la gèrent. Ben, que le meilleur gagne. Et l'Algérie peut gagner. Peut gagner. En forçant les Marocains, en les épuisant, en répétant l'époque 75-79. En 79, il y a un livre que j'ai toujours mentionné qui a été publié en mai 2013 par l'Institut, le Collège de la guerre américaine, Study Case, un cas d'étude, la guérilla dans le Sahara occidental. Et il dit ce que les Algériens, les Sahraouis, qu'est-ce qu'ils sont, quels étaient les défauts de l'armée marocaine et les recommandations. C'est disponible, on peut le lire. En 79, le Maroc a fait faillite. L'Arabie Saoudite, les Émirats et le Koweït viennent à son secours et le financent. Donc, il faut juste refaire le coup. Il y a des formules, je ne sais pas. On fait le couscous selon une recette, on le fait 7 fois, deuxième fois, troisième fois, on a toujours le bon couscous qu'on a, si on suit la formule. Le Maroc, les gens qui s'inquiètent, ils disent s'il perd le Sahara, la royauté tombe. Ben, qu'elle tombe ou qu'elle s'agenouille. On n'en a que faire. On n'en a que faire, franchement. Mais nous avons investi comme nation et comme peuple dans nos minds, dans notre cerveau et notre présence, que le Sahara est libre. Lâcher ça, c'est non. Il faut que le peuple sahraoui revienne chez lui. Il y aura toujours des arrangements, des dédommagements, des réparations, des partages de ressources, la négociation et tout. Mais qu'on applique la loi internationale, comme l'ont fait au Timor oriental. Les Marocains doivent comprendre ça. C'est pas vrai. Il faut qu'ils comprennent que garder un territoire qui ne leur appartient pas et qui ne leur rapporte rien. Ils pillent 10 millions de tonnes de poissons du Sahara occidental, des Chinois et des Russes pour en faire des farines animales.
pour engraisser les vaches. L'Algérie peut le faire avec les accords de licence de pêche en Mauritanie. Les Algériens vous diront on ne mange pas le poisson de l'océan. Ben, qui te demande de manger? On l'assèche et on fait des farines et on engraisse et tu manges le beefsteak ou le mouton. Qui te demande de manger le poisson? Il y a toujours des Algériens qui ne savent rien du tout, qui sont toujours démodés, déphasés. Voilà. Nous, on veut des sous. Nous, les Algériens, on veut des sous. On veut vivre. On veut avoir accès à cette prospérité partagée. Et c'est la diplomatie qui fait le commerce. Ce n'est pas le commerce qui fait la diplomatie. On doit s'imposer. On va recréer le chemin de l'or parce qu'il y a la route de la soie. La route de l'or, ça allait de l'Andalousie, ça passait par Tlemcen. Et pourquoi Tlemcen? Parce qu'ils étaient honnêtes. Ce n'étaient pas des malfrats, ce n'étaient pas des malhonnêtes comme Hafez. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est les manuscrits, le Bekri, Zemarcheri, le Makrizi, tout ça. C'est des gens qui ont écrit dans les années 900. Il y avait les Mozabites à Tieret, parce que c'était là leur pays. C'était des aînés de Tieret qui ont été repoussés à Vergourglia. Maintenant, ils se retrouvent à Bnimza. Et ceux qui me disent pourquoi mais c'est l'histoire. C'est notre histoire. On est fiers de ça. On le connaît. On connaît notre histoire, on est fiers. Et il faut mentionner parce que les néocolonialistes croient qu'on ne connaît pas notre histoire. Ils nous inventent Chichner, je ne sais pas, l'Ani Berbère et tout ça. C'est des mensonges. Ça n'existe pas. Les Berbères, c'est des gens qui ont été actifs, dynamiques dans l'histoire. Entre 680 et 1830, ils ont eu une civilisation brillante. Ils ont participé à l'essor de la civilisation humaine. Il faut arrêter de nous déshumaniser et dire que la Berbérie, c'est Kahina, Koussaïda. Ça, c'est des personnages conflictuels. Vous voulez la guerre civile. Vous voulez créer une faiblesse en Algérie. Ça ne se passera pas comme ça. Ça se passera selon ce que nous voulons. Et nous, on veut des sous, de l'argent, de la prospérité, le bien-être. Et ça viendra avec la liberté. Et la liberté, ça se défend avec les armes et les paroles. C'est pas en faisant les courbettes, on voit Bourreta qui fait le dos rond et qui supplie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme ça qu'on obtient des choses. En faisant le valet, le laquais de la France et des autres. Revenons à la question principale. Israël ne fera rien pour le Maroc. Elle a tout à gagner et le Maroc a tout à perdre. Il faut rappeler les choses basiques. Le Maroc fait partie du groupe arabe, les 22 pays aux Nations Unies. Le Maroc obtient son siège de représentation au Conseil de sécurité non permanent grâce au soutien du groupe arabe. Ceux qui sont arabophobes, qui n'aiment pas les Arabes, allez voir où vous voulez mettre nos pays, là, le Maghreb, Tunisie. On va avec qui? Quel pays? Il n'y a pas. On est là. Alors, Israël, elle en profite pour normaliser, pour faire passer et surtout pour profiter d'un pied-à-terre, on le connaît. Et puis, il y a la communauté marocaine, mais elle n'est pas très influente dans le peuple juif du monde. Elle n'est pas très influente. Ce n'est pas des gens qui ont des sous. Ce n'est pas Judengasse à Francfort. Ce n'est pas les Soros et les autres. Ce n'est pas les riches. Donc, au moins, ils exagèrent. Ils veulent réaliser des victoires. Comme j'avais dit, les hommes forts se vengent avec des actes, les hommes faibles avec des mots. Et on ne voit que des mots. Parce que l'essentiel, un pays développé, a de l'argent, sa population vit bien et c'est partagé. Au Maroc, c'est l'inégalité, c'est la pauvreté, c'est la misère et on voit le résultat. Alors justement par rapport à ce qui se passe au Maroc et puis justement cet antagonisme qu'on a, enfin c'est un antagonisme de, comme tu l'as dit, qui va très loin en fait, hein, c'est un antagonisme de valeurs finalement, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même conception du monde, on n'a pas la même conception de la société, etc. Et c'est ce qui crée aujourd'hui plus la vision, on va dire expansionniste, mensongère qu'a propagé le Morzen sur une population, comme tu l'as dit, qui au départ était fortement illettrée. On a jusqu'à 30% aujourd'hui d'analphabétisme, malheureusement au Maroc. Euh, qu'est-ce qui va être l'élément déclencheur finalement d'un retour à la normale, si on peut dire ça comme ça, du coup à une normalisation pour le coup des relations algéro-marocaines? Qu'est-ce qui va être on va dire le trigger, comme on dit, hein, en anglais, ou l'élément déclencheur? Est-ce que c'est la chute justement de cette monarchie marocaine, ou est-ce que ça va être justement une victoire, par exemple sahraoui,
voilà, au Sahara occidental qui va libérer son pays, les Sahraouis qui vont libérer leur pays, qui va finalement déclencher la fin de cette relation finalement qui n'en devient pas une. Hein. On sait que le Maroc a, enfin du moins le Marzan a énormément capitalisé sur cette question sahraoui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as parlé de survie justement de survie de la monarchie. Aujourd'hui, la survie de la monarchie, elle est fortement liée à cette question sahraoui. On voit très bien qu'ils veulent pas lâcher parce qu'ils savent très bien qu'après, si jamais les Sahraouis obtiennent leur indépendance, c'est peut-être la fin de la monarchie alawite au Maroc. Donc, est-ce que la fin de la monarchie, c'est ce qui va sonner finalement la normalisation de la relation algéro-marocaine avec une relation beaucoup plus apaisée, éventuellement même un retour, on va dire une propagation des valeurs algériennes républicaines, de justice sociale également au Maroc. Non. Moi, j'ai visité le Mexique et je voyais dans les supermarchés, le 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 patron, c'est un Espagnol d'origine, blanc. Mhm. Celui qui met les sachets, c'est un Indien et il y a un système de caste. L'Indien pense que c'est son destin, sa vie d'être le serviteur des blancs et on ne peut pas les changer. Les entrepreneurs, les riches, c'est les blancs créolos, ceux qui sont d'origine, espagnole, ils sont blancs, des Européens. Au Ouais, Maroc, il y a ce système de caste, l'élite et puis la population qui baigne dans l'ignorance, qui se plaît dans sa fange, superstition, suhour, tout ça on connaît. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ça, c'est un texte coranique qui veut dire un peuple ne sera pas changé par Dieu si eux-mêmes ne changent pas. Les Algériens, entre 1930, ils ont eu une grosse prise de conscience, 100 ans et on est les colonisés de la France. Il y a un grand mouvement de réforme religieux, social, les communistes, tout le monde s'y met. Les communistes, les arabistes, les berbéristes, les ulémas, tout le monde s'y met. On réforme la société algérienne, on l'unifie, on mate les forces grégaires berbéristes ou les sophies et tout ça, toroqi et tout ça, et on a un peuple algérien, après 20 ans, il est surchauffé, il est prêt au sacrifice, il tient bon, 8 ans. Moi, j'ai parlé à des Moudjahidines qui me disaient on croyait qu'on allait devenir indépendant en 1970. Donc, ils étaient prêts au sacrifice 20 ans. Et finalement, 62. C'était une victoire divine. Et les Algériens oublient les marabouts, oublient les suhour, oublient la prostitution, les maisons closes, tous ces mots qui existent toujours au Maroc. Le peuple marocain doit se réformer s'il se considère comme peuple. Parce que, moi j'ai parlé à des Marocains, ils voient les Sahraouis comme étrangers, ils les perçoivent, ils les envient parce que le Marsen les favorise, leur donne des logements et tout ça. Et ils n'ont pas de sentiments, ils ont des loyautés sous-nationales. Ceci, ceci, l'oujdi, oujdi, le fessi, fessi. Ils n'ont pas, ils se sentent les bourgeois de Fès, se croient européens, ils s'inventent une origine andalouse parce qu'ils se marient avec des blancs pour the whitening, le brancamiento, le phénomène racial du Brésil où on voulait faire fondre la population noire en les mariant avec les blancs. Ça existe au Maroc. Et eux, ils n'ont pas cette conscience. C'est pas moi qui vais les réformer. Abdallah Al-Aroui, qui est un grand, soi-disant, penseur nationaliste marocain, ils le mettent sur un plateau et ils lui parlent de ce qu'il a écrit à propos de Khawa, Khawa, Tawa en Algérie. Il dit je renie. On oublie tout ce que j'ai écrit dans les années 60-70. Non, non, les Algériens, c'est plus nos frères. Voilà. Donc, ils ont fait usage de cette solidarité maghrébine pour profiter du sacrifice de l'Algérie. L'Algérie a eu deux manquements en histoire. Elle n'a pas capitalisé sur sa victoire du colonialisme. En 2000, quand ils ont vaincu la destruction programmée contre les alliés de l'URSS, parce que les Algériens ne sont que ceux qui s'intéressent sont prisonniers des lectures en français. Il faut lire un peu en anglais, en espagnol, en arabe. L'Algérie a subi ce qu'a subi le Tadjikistan, l'Azerbaïdjan. C'est le même film, le même scénario. En Azerbaïdjan, un pays très riche qui peut fournir 50 milliards de mètres cubes maintenant à l'Europe, qui est très riche, 10 millions de population, se fait battre par un petit pays, l'Arménie, 3 millions. On fait un parti islamiste, Abou Fadl Sheibi, il gagne, les nationalistes anciens communistes refusent, comme en Algérie, il y a un coup d'État, il y a une guerre civile, l'Arménie saisit 20% et ça dure 30 ans. Et c'était la destruction. Le Tadjikistan, c'est la même chose. L'Algérie, c'est la même chose. On punissait les pays qui étaient qui sont sortis du rang et refusaient de jouer le jeu du partage international du travail. On veut
Le pétrole, on ne veut pas de raffinerie en Algérie. Technip a refusé de rénover et de mettre à jour Seder Zen, celle qui est à Berraqi, la raffinerie, pendant 10 ans. Les Chinois le font en quelques Mhm. mois. On refuse que l'Algérie produise du propylène. Et Total traîne le pas sur le projet Arze. L'Algérie va avec les Turcs s'associe et maintenant Total se rattrape. C'est pour ça que moi j'insiste sur l'industrialisation de l'Algérie. Les Marocains, c'est leur choix. Ils choisissent, ils voient, ils ont une diaspora, ils sont 5 millions, 50 millions, un demi-milliard, je ne sais pas où, ils dominent l'Amérique, ils dominent. Mais ils voient, en Amérique, ils sont 6 fois plus nombreux que nous, les Algériens. Ils voient. Pourquoi ce double speak? Pourquoi au Maroc, en France, vous êtes éclairés, vous êtes tout ça, et quand vous revenez au Maroc, c'est la soumission? Parce que vous avez peur. Parce que vous êtes le petit bourgeois, couard et lâche, qui préfère être en vie et humilié que dire un mot. Donc c'est à eux. En attendant, le Sahara occidental sera libre, l'Algérie se développera, c'est l'isolement, jusqu'à ce que ce régime se rétrécisse et tombe comme une figue qui est pourrie et qui n'est pas comestible. C'est ce Tu- qu'ont fait les nationalistes chrétiens et musulmans au Liban. Il y avait une faction qui se disait, nous on est de couleur blanche, nous on est les descendants des croisés, on n'a rien à faire avec les musulmans, ils sont bronzés, tout ça et tout ça. Ils étaient utilisés par la France et les puissances coloniales pour affaiblir le Liban. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les nationalistes et tout ça? Ils les ont isolés. On les ignore, on les laisse crever, ils sont morts biologiquement, ça n'existe plus. Donc le Maroc, on l'ignore. Frontières fermées jusqu'à l'éternité, ad eternum, on n'en a pas besoin. Le but de la frontière, c'est que en Algérie, Renault ou je ne sais pas, Arnaud, ils viennent, ils ouvrent des usines, eh ben, on a la puissance syndicale parce que l'Algérie, on dit il n'y a que l'armée. Non, il y a plusieurs forces. Il y a le syndicalisme, il y a les gauchistes, le PAX, il y a les islamistes, il y a les soufis, il y a les régionalistes, il y a les Kabyles, TNT, Tierten, Tlemcen, tous ces clans, BTS, Betnad, tout ça, ça existe. Ça, c'est un équilibre de force, toute une agglomération de forces. Et qu'on reconnaît, que tout le monde connaît, on ne cache pas. C'est comme ça. C'est comme en France, c'est comme en Amérique, il y a toujours ces puissances et ces forces, et l'équilibre, c'est le consensus. D'accord. Ils viennent, ils proposent 20 000 dinars de salaire. Ni couverture sociale, ni congé payé, ni protection, ni maternité. Eh bien, le syndicat va refuser. En Algérie, ça ne se passe pas comme ça. Prime pour la scolarité, tout ça. Le Maroc, non. Le Maroc, c'est l'exploitation. C'est la Thaïlande de l'Afrique. Eux veulent que nous, comme les a crus en 84 avec Chedli, l'Arbi Bkhair, etc., on ouvre les frontières, ils nous inondent avec leurs marchandises et nous, on consomme. Donc, l'argent du pétrole qu'on a racheté avec le sang des Chouhada, Amiroche et tout ça, on vous le donne. Ça ne se passera pas comme ça. Oui, dans la première tentative d'industrialisation, les Algériens étaient moitié analphabètes, ils étaient affamés, ils volaient, ils ne respectaient pas. Il y a une différence. Maintenant, les Algériens sont plus éduqués. On peut leur parler. Leur sens du civisme a augmenté. Et avant, la machine, le tableau de l'école, le fauteuil, les sièges de l'autobus, c'était les privilèges des pieds noirs. Donc l'Algérien avec une lame déchirée parce que c'était sa vengeance contre les symboles de la domination européenne. Maintenant, ils savent très bien. Ils savent très bien que ça, c'est le bien commun, tout ça, à cause de l'éducation. Parce qu'il faut rappeler le crime génocidaire culturel français. En Algérie, on a eu 5 générations d'analphabètes. En 1830, les Français arrivent, débarquent à Alger, et leurs officiers, dans leurs textes, écrivent: je n'ai jamais rencontré un arabe qui ne sache pas écrire et lire en arabe. En 1962, 12 millions d'Arabes, d'Algériens, d'Indigènes, appelez-les vous comme vous voulez, arabo-berbères, ce n'est pas le problème. Mais les Français, pour eux, on est les sales Arabes, ça ne change pas. Donc, 12 millions, il y avait 120 médecins. Et 92% de la population ne savait ni écrire ni lire. Donc, ceux-là ne vont pas gérer l'industrie lourde et tout ça. Maintenant, Le, ça a changé. le contraire de ce que prônait à l'époque, bien sûr, bien évidemment, ce qu'ils appelaient la mission civilisatrice, enfin, voilà, du colon, on va éduquer, on va civiliser les indigènes. Enfin, Et, c'est tout et, à et, fait le contraire. et là, Mhm. avant de terminer, parce que je ne veux pas prendre beaucoup de temps, les Marocains, il y a une Américaine qui disent c'est singulier, c'est frappant. En Algérie, ils ont déboulonné les statues équestres des anciens chefs coloniaux. Au Maroc, on les adore. Hubert Lyotier. Hubert Lyotier, avant d'aller au Maroc en 1912, était un officier de la cavalerie.
une compagnie ou une division de cavalerie qui était stationnée à Saïda. Il a eu le temps et le loisir d'étudier les erreurs, les campagnes, les structures tribales et tout ça. Il a appliqué toutes ces conclusions sur le Maroc. Donc le Maroc, sans convaincu que la France a eu une mission civilisatrice au Maroc, comme Kais Saïd, parce que là on dit t'es anti-tunisien, on va. Non. Kais Saïd est parti en France, il a dit la présence française en Tunisie est différente de celle de l'Algérie. C'est-à-dire en Algérie, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Chez nous, c'était gentil, c'était du chocolat à la caramel, là. C'était bon. Il faut comprendre ça. Donc Mhm. nous, si maintenant on est exigeant, on a de grosses gueules et il y avait un espace qui disait pour qui se prend l'Algérie, moi je vais vous dire en quelques mots pour qui se prennent les Algériens. Entre 2011 et 2022, 11 ans, l'Algérie a tenu tous les régimes républicains où il y a théoriquement une possibilité d'égalité et de progression sociale ont été détruites. Tunisie, Égypte, Libye, Syrie, Yémen, Irak. La seule république arabe ou du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui a survécu, qui n'a pas chaviré, c'est nous. Donc on est fiers qu'on ait pu, avec les concessions, les paroles et tout ça, on ait pu tenir. On est fiers de ça et on n'est pas prêt à concéder. Il y a eu des moments où l'Algérie était vraiment faible. Maintenant, l'Algérie est forte. Donc les Marocains, ils continueront cette politique parce qu'ils sont mal conseillés et comme tu l'as bien dit, l'Amamra, il va en Libye, il parle de la Libye, il parle de la Syrie, il parle de l'Ukraine, il parle du Pérou. L'Algérie a beaucoup d'intérêts géostratégiques. Il parle du Mali et tout ça, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie. Il se mêle des problèmes d'Éthiopie. Il a le temps. Le Maroc n'a qu'une seule obsession, la souveraineté, la marocanité du Sahara. Ça résume tout. C'est un petit pays en tout. Ils sont obsédés. Le Sahara occidental sera libéré. L'Union africaine aura une armée forte, parce que c'est ça le projet. Le commissaire de paix et tout ça. Projet algérien d'ailleurs, hein. Oui. Enfin, du Ouais. moins en partie algérien. En partie Et, algérien. et Mhm. il faut libérer les populations opprimées au Maroc. Il y aura, Inch'Allah, un déploiement d'une armée africaine pour détruire, comme l'OTAN, normalement, a détruit les champs d'opium en Afghanistan. Il devrait bénéficier, le peuple marocain. Et le mensonge du Marzen, où on dit dans Djbel Koutema, le Djbel, c'est des berbères arabisés. Les Rifins, c'est des berbères qui parlent le berbère. C'est dur, c'est montagneux, on ne peut pas investir, il y a pas. Donc, il n'y a que le cannabis qui pousse. On a la même géographie dans les montagnes de Tlemcen, de Chlef, de Tizi Ouzou, de Bdjaya, de Djidjel. Est-ce que ces populations plantent le hashish? Non. D'autant que c'est très consommateur en eau, hein, et le Maroc a des problèmes d'approvisionnement en eau. Voilà. Donc, Ouais. est-ce que tu as vu, toi, un Kabyle planter dans sa montagne le cannabis? Non. Mhm. Non. Non, Non, parce que. ça on sait, c'est une politique étatique. Voilà, Voilà. 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 Donc, accuser les populations autochtones, c'est rejeter la responsabilité. C'est pas vrai. 35 000 hectares, 20 milliards de dollars par an. Ça, c'est un danger pour l'humanité et pour la population. Et on les a vus. Nemesis et je ne sais pas qui, il vient, et certains Algériens qui ne sont pas au courant des nuances et des détails de la guerre, ils me disent, oui, il est calme, les Algériens. Non, il n'est pas calme. C'est un mort-vivant, c'est un zombie. C'est quelqu'un à qui on a donné des stupéfiants, des psychotropes. Il est là. Et il répète et il répète. Moi, j'ai Mhm. découvert ça quand j'animais un espace avec un Sahraoui. Il y avait un Saoudien qui se faisait passer pour un Bahreïni. Tu connais l'histoire. Ouais. Et le Sahraoui, il est habitué. Il m'a dit non, ne lui parle pas. He's high. Parce que Mohamed Lakhdar, il vit en Norvège, donc il connaît bien l'anglais. Il m'a dit il est drogué, ne lui réponds plus. Parce que lui, il voulait se moquer de moi, banque de données et tout ça, pour m'énerver. Et je me suis rendu compte que finalement, ces gens-là, c'est des agents qui sont au service de cette guerre de quatrième, millième génération. La guerre est la guerre. Il n'y a pas de génération pour moi. La guerre est la guerre. Tu tues quelqu'un avec un coup de pierre ou avec un laser, c'est la même chose. C'est la mort, c'est la suppression. La définition de l'armée américaine, suppress life, supprimer la vie. C'est ça le drame et la tragédie. Et les gens ne comprennent pas ça. Donc, nous, on avance, on a un projet. Vous me direz, à 11 000 km de l'Algérie, de quoi tu te mêles? Ben, je me mêle, comme les Israéliens se mêlent, comme les Chinois se mêlent transpacifique. Je me mêle de mon pays. J'ai vécu 34 ans dans mon pays. Je contribue et je parle de l'Algérie. Les Marocains, on verra leur contribution. Votre contribution, c'est quoi? C'est le modèle libanais, la rente. Venir ici, faire n'importe quoi, danser, nightclub, massage et tout ça, ramasser le flous, l'argent, les ramener au Maroc, construire une maison. Ça, c'est.
C'est le mercantilisme. C'est une étape qui a été dépassée par le capitalisme. C'est ce qu'ont fait les Libanais. Les Libanais, ils font tout le genre de travaux qui est possible. Ils ont ramené 120 milliards au pays. Tout a été perdu par le schéma de Ponzi. Il reste 15 milliards. C'est ça ce modèle? Non. Le modèle de développement algérien, c'est comme dit le proverbe algérien, proverbe chinois. Si tu veux devenir riche, construis des routes. Construire des routes. Chemin de fer vers Tamarasset, ensuite vers le Niger et Tindouf. Parce que le transsibérien a préservé l'unité de la Russie deux fois, durant la guerre civile de 1917-2022 et la chute de l'URSS. C'était le transsibérien. Tu es perdu à Tamarasset, tu manques d'effectifs, on t'envoie ce que tu veux, les soldats, la bouffe, et tu gardes l'intégrité de l'Algérie. Le transcontinental, c'est ça ce qui a fait l'unité de la Grande Amérique. Le transcanadien, c'est ça ce qui fait la grandeur du Canada. Et ça fera la grandeur de l'Algérie. Qu'on le finance par les Qataris ou je ne sais pas, ce n'est pas important parce que les Qataris, ils ont les sous et nous, on garde le rail, chemin de fer. C'est ça. Ouais. C'est ça le projet. Eux, ils plaisent. Ils donnent, ils te disent TGV. Qui prend le TGV au Maroc? 800 dirhams. Qui prend le TGV au Maroc? On connaît le Maroc. Et qui consomme l'électricité au Maroc? Et combien ils consomment? 5 fois moins que les Algériens. Donc la consommation de l'énergie reflète le confort dans lequel vivent la population. Vous me direz pétrole et gaz, on le mérite. On a fait le sacrifice. Rappelez, même si le Sahara algérien ne nous appartenait pas, on l'a conquis. Ça s'appelle droit de conquête. Tant pis. Voilà. Mhm. Justement, moi, il y a un aspect qui est assez important, enfin, voilà, sur lequel je voudrais qu'on insiste. C'est la prise de conscience justement des Algériens eux-mêmes, hein, enfin, moi je parle du citoyen algérien lambda, comme toi et moi, par rapport justement à ce complot en fait, hein, qui se trame contre l'Algérie. Est-ce que les Algériens aujourd'hui sont conscients justement de la situation actuelle entre les deux pays et de ce qui se trame vraiment? Parce qu'on entend souvent justement cette formule, et moi je l'ai entendu, hein, je ne vis pas en Algérie, mais je suis parti cet été par exemple en vacances en Algérie, et je l'ai entendu d'ailleurs lorsque je regardais le défilé militaire du 5 juillet pour le 60e anniversaire de l'indépendance. J'ai entendu des Algériens dire voilà, cet armement c'est contre le Marzen, ou le Marzen ne peut rien faire contre cet armement. Par contre, nous on n'a rien contre le peuple marocain. Enfin, il y a une espèce de séparation qui est faite entre justement d'un côté les peuples, voilà, qui seraient, on va dire, pacifiques, qui sont pour justement une bonne relation bilatérale, et puis ces États qui seraient, voilà, dans une espèce de lutte d'intérêts finalement, qui serait justement motivée seulement par des intérêts, que ce soit géopolitiques, financiers, économiques, etc., et qui justement s'opposerait aux populations entre guillemets. Est-ce que tu es d'accord avec Non, non, cette analyse ou cette vision-là? non, c'est dommage. À Hmm. la guerre comme à la guerre. Malheureusement, comme on dit en Oranie, on dit روح المحرم مع المجرم. C'est-à-dire le Mhm. criminel va influencer, va impacter par son comportement criminel ceux qui méritent le respect, le harma. المحرم Ouais. يروح مع المجرم. Quand il y a la guerre, quand si l'OTAN avait attaqué l'Algérie comme il l'a fait contre Tripoli, Libye, les bombes, quand elles vont tomber, elles vont pas faire de discrimination. Donc, elles vont pas tuer les caporaux, les généraux, la junte et les civils seront sains et saufs. C'est une, c'est notre obsession d'être proche de notre religion. Les Algériens aiment bien être musulmans. Tout à fait. Donc, Il y a cette notion de la Oumma aussi qui ressort beaucoup. oui, Mhm. oui. Mais au moment, déjà, la guerre est liée au Sahara occidental. Le Maroc n'a aucune armée au nord, donc il sait très bien que la guerre en Algérie, ça serait un suicide. Et Mhm. le peuple marocain est encadré, il est embrigadé. Dans chaque quartier, il y a le Mqaddam, le Mroud, le Bachara et tout ça. Et eux, ils croient. Les analphabètes croient à la tradition orale et ne croient pas, ne savent pas, ils n'ont pas appris la critique, la pensée critique, le critical thinking et tout ça. Donc, ils se trompent. Mais quand ils vont découvrir, chacun à son niveau, il va découvrir ce que c'est que le peuple marocain. Ils vont se... il y aura le désenchantement, c'est tout. Donc c'est pas important, c'est pas important ce que pensent les gens dans la rue, parce que l'Algérien, il a la même mentalité du Turc et de l'Iranien. Si un Algérien meurt, 10 le suivent, et si 10 meurent, c'est 1000 qui le suivent. Et ça, c'est une analyse que j'ai lue dans les livres de géostratégie historique
américain. A warlike people, un peuple guerrier, un peuple qui n'a pas peur. Et je profiterai, s'il te plaît, avec ta permission, de laisser quelqu'un parler pendant 26 secondes. Bien sûr. ولهذا يعني الحقيقة في الوضع اللي احنا فيه في موقف دفاعي بالنسبة لهذه المهيمنة اللي عندها مخططات نخشاها جدا. نكونوا حذرين ونكونوا حكماء وما نعرضوش بلادنا للخطر، لكن في نفس الوقت ما نخليوش الإهانة تنزل علينا أو نضرب بأننا جبناء. لا، الشعب الجزائري ما هو جبان. Voilà. On voit qu'il est malade, le visage s'est irré parce que moi j'ai ce background de médecin, je reconnais la personne malade de la personne qui n'est pas malade. Mais il dit une chose, il dit on est conscient qu'il y a un plan, le plan du Grand Moyen-Orient. Et lui, il vient d'une famille bourgeoise, fils de mandataire et tout. Il a cette douceur des gens riches. Mais avec ça, il se souvient, il dit, mais le peuple algérien n'est pas lâche. Il ne se laissera pas humilier, il ne se laissera pas insulter. Donc les Marocains se trompent, les Arabes du Golfe se trompent. Ils ont vu Khadija Benguina, Zetot, Malek Anwar. C'est des opportunistes, c'est des gens qui aiment l'argent. Ils ne représentent pas l'Algérie. L'Algérie, c'est la masse, c'est le groupe. Vous voyez mes mains de pianiste, c'est doux. Hein. Je n'ai pas l'allure de quelqu'un qui fait la guerre. Mais ce n'est pas moi qui vais faire la guerre. Il y a en Algérie ceux qui vont faire la guerre. Moi, c'est comme ça, c'est l'histoire, c'est la famille. Parce que moi, quand je parle avec les Juifs américains, ils me disent tu parais gentil, tu n'as pas la tête de quelqu'un. Pourquoi tu insistes la Palestine de Dieu? Parce que je leur dis je vous dis vraiment ce que les Arabes pensent. Ce n'est pas moi. C'est pas moi qui vais. Donc, eux, au Maroc, ils ont vu Cheb Khaled, le tennisman qui a renoncé à la nationalité algérienne pour avoir la nationalité marocaine, les drogués, les juifs, les fêtards, ils ont dit ah, si c'est ça l'Algérie, on va les écraser. Non, Ils, vous ils vous font une trompez. erreur ils font une erreur de diagnostic, en fait. Hein. Voilà, voilà. Et quand on invite quelqu'un comme Zotri, on lui donne un peu d'alcool, il vote pour que aucun pays qui n'est pas membre de l'ONU ne participe à la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire, il a voté comme Algérien pour l'exclusion du Sahara occidental. Il ne savait pas parce qu'il était un peu. C'est ce que disent les Marocains, parce qu'il était un peu ivre, alors qu'il ne devait pas prendre de telles décisions tout en étant pas lucide. Ils croient que c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils insistent. Venez, vous êtes nos frères, Antallah fikum et tout ça. Ils croient que avec le sexe, l'argent, la drogue, ils pourront gagner ce que les Algériens ont gagné avec le sang. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et puis il y a eu ce petit moment de l'histoire 2016-2019 où il y avait des Algériens, c'était Ali Haddad, c'était Tahkot, c'était Rabrab, des ignares frivoles qui ne cherchaient qu'à voler, des kleptocrates comme les appelait le président Tebboune, des voleurs. Et ça, c'était malheureusement, parce que Ibn Khaldoun, dans son livre, il a dit le prince ne doit pas faire le commerce. C'est-à-dire le commerçant ne doit pas avoir accès au pouvoir politique. Et il a dit en Algérie, il y avait 3 castes, les familles royales, Ahl al-Sayf, Ahl al-Qalam, ou l'Amma, les intellectuels, les militaires, la famille royale et les gens. Et les gens, c'est les commerçants. Donc, Rabrab, quand il prétend à faire tais-toi, ça nous ferait des vacances. Tais-toi, tu n'es pas qualifié. Fais pas de politique. Tais-toi. Tu as de l'argent, jouis de ton argent et tais-toi. Fais pas de politique. Parce que tu ne sais pas. C'est la règle en Algérie. Le pouvoir princier et le commerce, ça ne s'allie pas. Parce que, et puis il détaille, il dit, parce qu'on aura une caste nocive qui s'appelle Tudjar Sultan. Le prince qui a le pouvoir va déléguer le commerce à ses, et on aura la médiocrité, le monopole, Zit, Olio et tout ça. On aura le monopole des gens qui importent des pommes de terre qui étaient destinés à alimenter à engraisser des porcs du Canada pour les vendre en Algérie, alors que l'Algérie produit des pommes de terre. Et on le voit, 5 millions de tonnes à Ouetsouf et à Mostaganem et à Ndefla. Comme elle pourrait produire les betteraves à sucre. Moi, je suis de Mostaganem. Il y a la plaine du Chélif qui commence à Tissemsil, traverse Chlef, la wilaya de Chlef et d'Orilizen. C'est le plus long cours d'eau. C'est une rivière qui ne s'assèche jamais, la rivière du Chélif. C'est une grande victoire des Zénètes contre les Sanhaja, conquérir la plaine du Chélif. Et c'est énorme, c'est arrosé. Dans les années 1970, Fidel Castro donne comme cadeau une usine de raffinement de sucre à Mostaganem, en Algérie, pour son copain Boumediene. Donc l'idée, c'était planter la betterave à sucre
et produire le sucre. Qui on appelle au secours? Des techniciens agricoles français. Les paysans nous ont dit, ils nous sabotaient. Ils disaient: «La France, c'est le plus grand pays producteur de la betterave à sucre, on ne va pas aider les Algériens à cela». Mhm. 1980. Il faut comprendre que la France est le pays le plus grand exportateur des produits agroalimentaires. Et vous, les Algériens, vous voulez me faire concurrence. Ils vont vous accuser. Ils vont dire qu'il y a la fièvre afteuse avec les taurillons qui s'est passé dernièrement. Ils vont vous envoyer des sangliers avec le blé. Ils vont dire que vous avez des produits contaminés, des oranges et des dattes avec tout ça. Ce Il y a qui eu me la question déplaît. de, il y a eu la question de l'eau aussi, hein, Oui, l'approvisionnement en eau, parce que justement là, je crois une partie du moins de l'approvisionnement en eau était gérée justement par les Français. Il y avait des rumeurs qui sortaient aussi sur le fait qu'il y avait des substances cancérigènes dans l'eau. Je sais pas si tu en as entendu non. parler à l'époque Non, aussi. non, Mhm. non, mais ça ne me surprend pas parce que les Français pourraient faire plus que ça. Ils ont lié des Algériens des poteaux, ils ont fait exploser la bombe. On voit les photos. Donc, c'est des gens qui ont sacrifié la propre population. Donc, pour eux, on est rien, comme disait Macron, ceux qui sont rien. Donc, l'idée dans le discours nationaliste algérien, c'est qu'on veut notre part dans cette vie, qu'on arrête de nous culpabiliser. Le gaz de schiste, la pollution, et oh là, la révolution industrielle, elle a commencé en Angleterre. Ceux qui ont brûlé le charbon et la suif et tout ça, c'est pas nous, c'est vous pendant 200 ans. Nous, on arrive, on commence à jouir du confort de la climatisation, de l'électricité et tout ça. C'est pas nous qui devons payer l'impôt de la casse. C'est vous qui avez cassé la planète. Ça de C'est un. c'est l'argument qui ressort aux Chinois, par exemple. Voilà, Oui, tout voilà. à fait. Donc il Mhm. ne faut pas culpabiliser. Et puis, les droits de l'homme. Avant le droit de se teindre les cheveux en bleu ou je ne sais pas, de s'habiller comme on veut, il y a les droits basiques, c'est-à-dire avoir accès aux médicaments contre la maladie, contre l'ignorance, contre la faim, contre le froid, le logement, la salubrité. Moi, j'ai fait malheureusement 6 ans de médecine, une année à l'armée et 5 ans de médecin privé. Il y avait les délégués médicaux que je connaissais comme représentants du capitalisme français. Ils venaient, ils me disaient, il faut arrêter de prescrire l'amoxicille algérien, l'amoxicilline qui coûtait 90 dinars, et prescrire le Pfizer qui coûtait 900 dinars. J'étais dans un village où la population, soit les émigrés leur envoyaient de l'argent, soit ils travaillaient la terre, soit ils travaillaient un peu à la Sonatrach. Mais je connaissais les gens de mon village. C'est des gens pour qui prescrire un sirop pour une toux d'un enfant à 900 dinars, c'est beaucoup. Et puis le pauvre vieux amoxicilline produit par Saïdal, il était bon, hein. Moi, on me ramenait, tu me ramènes un enfant, il a la toux, il a la fièvre, on lui prescrit l'antibiotique algérien, après 8 jours, ça va. Donc Mhm. pourquoi m'imposer parce que le délégué médical, c'est un comprador, c'est quelqu'un qui a divorcé avec l'Algérie et son bien-être est lié à Pfizer, la française, la section française de Pfizer, l'américaine. Donc lui, il s'est détaché, son intérêt. C'est pour ça que je n'aime pas Rabrab et ceux qui ont vendu l'Algérie pour le bien-être ils sont que des sous-traitants. La sous-traitance, c'est maltraitance. Vous n'êtes pas les capitalistes nationalistes comme les Koch et ceux de la Turquie. Vous n'êtes pas les Mitsubishi japonais. Vous nous avez trahis. Vous avez abusé. On aurait aimé avoir des capitalistes nationalistes comme il y en a en Turquie, comme il y en a en Malaisie, comme il y en a au Japon, comme les Chinois. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? EFCON, l'eau super purifiée, des bidons. Vous nous prenez pour les Algériens des années 60, on va croire ça. C'est ça le comportement. Je ne suis pas contre qu'il y ait des capitalistes. Oui, c'est le mérite, c'est l'accumulation du capital primitif. Mais ayez un peu de courage. Ce qu'on m'a dit au Texas en 2008, la première année, 2007-2008, il y a eu Ouais, la crise de subprime. l'immobilier. On Mhm. m'a dit, ne t'inquiète pas, parce que nos capitalistes, c'est des nationalistes. On m'a dit personnellement quand je discutais, en 94, il y a eu la crise de la monnaie mexicaine, parce qu'ils ont eu la prétention de la lier au dollar. C'est comme courir avec les Américains, alors les Américains sont très forts. Donc il y a eu une crise. Ils m'ont dit, les milliardaires, les millionnaires mexicains, ils ont paniqué, ils sont venus se réfugier chez nous. Et nous, on les a méprisés. Parce que tu es riche à cause du Mexique. Et quand le Mexique ne va pas bien, tu fais comme un rat. Tu quittes le navire qui coule. Les riches américains, quand il y a un bobo en Amérique, ils restent en Amérique. Ils ne quittent pas leur pays. Le Rabrab nous fait
peur avec la France et tout ça. Il fait dire à Macron qu'elle va aider ses amis en Algérie. J'ai envie de cracher sur le visage. Des comportements comme ça. Non, mais c'est pas vrai. Macron Mhm. disait, durant moi, j'étais en colère en août 2021 avec Djamel Messmeri et tout ça. Et Macron dit, avec une berberiste maquiste à ses côtés, il dit la France n'aidera que ses amis en Algérie. À Tizi Ouzou, les Canadaires vont éteindre les feux de forêt, mais pas à Stéphane. Ça, c'est un appel au meurtre. Ça veut dire la France est avec les Kabyles contre les Arabes. Oui, 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 je Tu me veux rappelle. détruire ça. Tu veux détruire l'Algérie. Tu incites à la haine raciale. Tu veux provoquer un massacre comme Mitterrand provoquait un massacre au Rwanda, Tutsi et Hutu. Mais les Algériens, ils oublient. Ceux qui sont en France, ils oublient le nationalisme et le patriotisme des Kabyles et des Arabes en Algérie, qu'on est unis dans le destin. Il faut expliquer ça aux gens. Il faut leur expliquer très bien. Parce que les rappels, c'est bien. Il faut leur rappeler ça. C'est malheureux qu'on ait eu ces parasites qui ont été promus au rang d'intellectuels, Kemal Dew et Dran et tout ça. Qu'est-ce que tu produis? Est-ce que tu as Non, quelque ça, chose de non, non, mais tenté? ça, c'est des gens qui sont sponsorisés, bien dans un but bien précis. Enfin, on le sait de toute façon. Voilà. Et au Maroc, On fera un épisode là-dessus. Enfin, il faudra Inch'Allah, qu'on y arrive. Inch'Allah. Inch'Allah. Pour terminer, au Maroc, les gens me disent qu'est-ce que tu as contre le Merzen? Apparemment, tu as profité de la générosité Merzen. Oui, j'étais invité, je parlais, je mangeais et tout ça. C'était pour voir. Et je ne les ai pas forcés à me faire ça. Moi, c'était des individus. Hein. Le Merzen, je dis aux Algériens, c'est comme si en 62, juillet 62, le FLN, l'ALN, Ameroche, Mustafa Ben Bouidi, ils ont perdu et c'est les Harki qui gagnent le pouvoir en Algérie. C'est ça le Maroc actuel. C'est les Harkis, c'est ceux qui étaient pro-français, pro-colonialistes qui gouvernent le Maroc. L'armée de libération marocaine, l'organisation du Croissant Noir, le Hilal Aswad, elle a été exterminée et éliminée. Et les nationalistes marocains ont été assassinés. Mhm. Et ceux qui gouvernent le Maroc, c'est les Harkis. Voilà le Maroc. Et le Maroc ne fera que ce que lui dira la puissance coloniale française. Il ne faut pas se tromper. Hein. C'est la France qui nous fait la guerre par procuration. Voilà. Très clair, merci Salim. Une dernière question peut-être, mais c'est un peu pour avoir aussi ton point de vue, toi qui a vécu justement de nombreuses années aux États-Unis. Comment est-ce que, enfin, tu l'as un peu évoqué hein, quand tu as expliqué justement l'implication, voilà, des grandes puissances, notamment les Américains, dans, on va dire, par rapport à certains conflits régionaux où justement ils essayent de tirer leur épingle du jeu, ils essayent de profiter un peu ils jouent un peu à l'équilibriste, hein, c'est-à-dire qu'ils favorisent l'un par rapport à l'autre. Tu as parlé du Pakistan et de l'Inde, par exemple, où on peut dire carrément donné la bombe atomique, par exemple, au Pakistan avant de fermer les yeux pour que l'Inde l'obtienne, pour justement créer cet équilibre-là. On peut citer cet exemple-là, peut-être. Mais par rapport à l'Algérie et au Maroc, enfin, comment est-ce qu'ils voient justement l'Algérie et le Maroc? J'ai vu une petite anecdote qui a circulé où il disait, je crois que c'est l'ambassadeur des États-Unis au Maroc, ou l'ambassadrice des États-Unis au Maroc, je crois que c'est un ambassadeur, qui disait l'Algérie, c'est un partenaire, le Maroc, c'est un allié, Oui, justement. c'est un article en 2015 publié par Express, le fameux Express. Mais il y a du vrai dans ce qu'ils disent. Hein. Il y a du vrai. C'est des bobards, mais il faut lire ce qu'ils disent. C'est ça. C'était la réunion des ambassadeurs de l'Afrique du Nord, de l'Égypte au Maroc, parce qu'au Mhm. Maroc, il y a les hôtels et tout ça, on connaît. Donc c'est plus intéressant, comme avait dit Xavier Driancourt dans son livre L'énigme algérienne. Il n'aime pas Alger parce que c'est austère, il n'y a pas de balles dans le sang, il n'y a pas de... Donc c'est difficile, il n'aime pas Alger. Alger, Mhm. c'est tu travailles le jour, tu dors la nuit. Alors Marrakech, on connaît. Mhm. On a vu, on connaît pas, je connais pas, mais moi j'allais à Fès et tout ça, donc je connais pas le Marrakech, jamais été. Mhm. Le- les ambassadeurs, ils ramènent l'ambassadeur algérien d'Algérie, des USA en Algérie et celui du Maroc. Et celui du Maroc, il dit le Maroc c'est un allié des États-Unis. Et l'autre, il dit l'Algérie est un partenaire. Le Mexique est un partenaire des États-Unis, n'est pas allié. Il n'a jamais rompu avec Cuba. Il n'a jamais boycotté le Venezuela. Le petit Mexique là, tout petit, tout faible. Mais diplomatiquement, il tient tête aux États-Unis. Il n'a jamais rompu il aide les Cubains, il aide le Venezuela, il est contre les coups d'État organisés par les Américains en Amérique du Sud. La Russie est un partenaire de. Ça veut dire, on choisit. On Mhm. choisit. Et les Américains, leur idée. Le peuple américain, c'est des classes.
Si on est intelligent, on devient riche et on fait son travail. Et puis, ils ont une règle. Knows who needs to know. Saura celui qui a besoin de savoir. Donc, diplomatie, tout ça, c'est de la haute politique. Et puis, si on n'est pas payé, si on ne gagne pas son argent, à quoi bon? Et la doctrine des WASP, White Anglo-Saxon and Protestant, c'est utility. Is it useful or not? Est-ce que c'est utile pour manger, pour avoir le confort ou non? Donc, ça ne les intéresse pas. Les Marocains, j'ai cherché le nombre, c'est presque ils sont 6 fois plus que les Algériens, mais ils sont là pour vivre. Activité politique et tout ça. Leur ambassadrice, c'est Djoumena, la cousine du roi. La masse de la population marocaine, le contrat est clair. Je veux vivre, je veux ramener mes parents, avoir accès au traitement, à la bonne vie, et on la ferme. On ne parle pas. Les Algériens, par contre, ils sont motivés, ils sont libres, on a de tout. D'accord. Qu'est-ce qui influe pour les États-Unis? Hillary Clinton, on lui avait posé une question, les droits de l'homme, promotion de la démocratie. Elle a dit, écoutez, je vais vous rappeler les règles basiques de l'Algérie et de la politique américaine. La première priorité pour les Américains, the safety, security of the United States and the people of the United States. La sécurité et le bien-être des États-Unis et des individus qui ont la nationalité américaine. C'est-à-dire, on protégera les Américains là où ils seront. Peu importe. The interest of the United States, les intérêts économiques, ça devient en deuxième position. Ensuite, promotion of human rights, la démocratie. Donc, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, l'Irak, la Libye, energy. Donc, ça devient en deuxième position. D'accord? L'Algérie, c'est le passage de la 6e flotte. C'est face à Napoli. C'est la capacité de l'Algérie de nuire à la flotte. C'est la sécurité des États-Unis. Ça, c'est l'importance de l'Algérie. Number one. Voilà. La grande politique, c'est les armes, la mobilisation financière et la persévérance. Voilà. Et l'Amérique, foncièrement, le système politique américain est anti-monarchique. Il est pour l'abolition de toutes les monarchies, qu'on le veuille ou non. Il est anti-monarchique, il est anticolonial, parce que les empires coloniaux britanniques et français empêchaient l'expansion du commerce. Et l'Amérique, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas la trade, c'est le commerce. Ils sont malins, ils sont géniaux dans le commerce. Ces structures qui les empêchent de faire du commerce librement et de gagner, ils les démantèlent. Ils ont démonté l'Empire britannique, ils vont démonter la France-Afrique. Qu'on le veuille ou pas, ils vont le démonter avec l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie. Donc les Algériens ils doivent saisir cette opportunité. Le Maroc, on va sur le site web du ministère du Commerce américain, ftac.com ou je ne sais pas d'autres, on voit le Free Trade Agreement, les accords de libre-échange. De libre-échange avec le Maroc. Et on voit le Maroc, il n'y a pas de Sahara occidental. Ce n'est pas inclus. Et personne ne parle. 2006. Personne ne parle de ça. Depuis 2006. Donc, il n'y a pas de changement. Donc, les Américains se poursuivent comme une puissance globale. Ils doivent gérer tout ça. Donc, le Maroc, l'Algérie, un foyer de tension, que le meilleur gagne. Moi, personnellement, je perçois que c'est le meilleur gagne. Si l'Algérie réussit à maîtriser, dominer et calmer le home front, le front intérieur, ces petites failles, Rachad, Mac et tout ça, on les balaye, on est fort, ils commencent à peser lourdement. Si l'Algérie passe l'équivalent, nominalement, l'Algérie a un GDP, un produit interne brut de 250 milliards, mais en équivalent, c'est 600 milliards de dollars. S'ils arrivent à régulariser le marché noir, je ne sais pas, tu te souviens, dans le quartier, il y a le voisin qui ouvre le garage de son papa, il a un atelier de soudure et tout ça. Apparemment, c'est 40%. Si l'Algérie arrive à officialiser et elle atteint le volume de l'économie de 1 trillion, 1000 milliards de dollars, elle va s'imposer, comme la Turquie. La Turquie, là, ils se permettent. L'Iran ont exporté l'année dernière 52 milliards de dollars en dehors du pétrole. Les tapis, les pistaches, les produits agricoles, les voitures. Ce n'est pas de bonne qualité, c'est tout. Mais on peut le faire avec les Maliens et les Nigériens. Oui. Donc, l'Algérie
On doit régler le problème, réformer le système bancaire, réformer la numérisation et surtout faire le tri. Et il faut distinguer ceux qui sont vraiment Algériens authentiques et ceux qui viennent nous raconter des histoires et ils sont au service. Je ne demande pas un jugement de tension, mais ça se voit, les actes, ça se voit. Comme le président Tebboune avait dit, j'ai donné un prix à un exportateur algérien qui, au lieu de garder son argent dans les banques étrangères, le ramenait en Algérie. C'est bien. Donc, il faut accumuler le capital que l'Algérie. Pourquoi on déteste Bouteflika et sa politique? Parce que Bouteflika a transformé l'Algérie d'un pays importateur de capitaux à un pays exportateur. C'est un club formé. La Suisse, Israël, le Canada, l'Amérique, le Japon. C'est eux qui prêtent l'argent et qui vivent des dividendes. Et M. Bouteflika, vous les Algériens, vous voulez rejoindre ce club avec Qatar et tout ça, vous voulez devenir des riches. Non, vous n'êtes pas les bienvenus. Parce que vous allez prendre une petite partie du confort des autres. Les Marocains, est-ce qu'ils ont un projet comme ça? Non, les Marocains, ils n'en ont pas. Donc, c'est dans l'intérêt de l'Amérique de maintenir la situation, mais c'est des gens réalistes. Quand l'Algérie a gagné et elle est devenue indépendante, ils ont accepté le fait accompli. Ils n'ont pas dit on va intervenir, sauver les Français, tout ça. Ils ont accepté le fait accompli. Parce que les Algériens accommodent les gens. Ils savent faire des concessions et donner des messages de paix et d'apaisement à tout le monde. Le malheur avec les Marocains, ils ne comprennent pas. Ils croient que quand on est gentil, on est faible, qu'on a peur d'eux et tout ça. C'est pour ça, pour moi, c'est le boycott, le muqata'. Il n'y a pas de normalisation. Il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils reprennent leur place naturelle. En opposition à ce que l'Algérie fait et peut faire, qu'est-ce qu'il y a au Maroc? Rien. Une population maintenue dans l'ignorance, des investissements dans l'infrastructure qui sont inégalitaires. Donc, voilà. Il faut s'imposer. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait l'Amérique qui vienne ou la Russie. Vous êtes gentil, vous êtes beau. Il faut s'imposer. Et s'imposer par le travail. Parce que la philosophie allemande dit la liberté, c'est un idéal et c'est le travail qui libère. Donc l'Algérie pourrait se libérer par le travail. Et comment? Pas en trichant, en éliminant les médiocres, les profiteurs, ceux qui ont détourné l'argent des programmes de subvention et tout. Voilà. Très clair. Merci beaucoup, Salim. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode 5. J'espère que vous avez passé un moment agréable à nous écouter. Je vous invite une nouvelle fois à liker cette vidéo si vous nous écoutez sur YouTube et à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun des prochains épisodes que nous allons publier. Salim, je suis certain qu'on aura l'opportunité de réaliser un autre épisode dans ta compagnie, Inch'Allah. Inch'Allah. Encore merci d'avoir accepté mon invitation. Quant à vous, chers auditeurs, on se retrouve dans 2 semaines dans l'épisode 6. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah.